C'est l'heure de retrouver à présent dans Géopolitique le mag Léa Landman, comme chaque semaine. Bonjour Léa. Bonsoir Steve. Ou plutôt bonsoir. Merci d'être avec nous pour votre chronique cette semaine consacrée au pacte de défense annoncé entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Exactement. Alors, j'ai envie de vous dire, comme presque toutes les chroniques, il y a un avant et un après 7 octobre. L'administration Biden a été claire quand elle a affiché sa vision en fait, pour la région, avec comme point de départ les accords d'Abraham. Mais en allant un peu plus loin avec la perspective d'une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Aux États-Unis, on parle de Grand Bargain. Grand Bargain, c'est en fait un grand accord. On en parlait à l'époque avec l'Iran, mais maintenant on réduit un peu, on change la géographie. On propose en fait un pacte de défense entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, un pacte qui inclurait en fait la normalisation avec Israël. Donc initialement prévu comme un accord trilatéral, donc entre 3 pays, c'est-à-dire les États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël. Depuis le 7 octobre, l'Arabie Saoudite a annoncé que la normalisation avec Israël attendrait la fin des hostilités, de la guerre donc. Pourtant, il y a 2 semaines, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Faisal bin Farhan, ont évoqué des accords bilatéraux proches. Donc en fait, essayer de faire un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Pour les Saoudiens... Sans Israël. Pour l'instant, sans Israël. Pour les Saoudiens, la normalisation avec Israël dépend de 2 conditions. En fait, la fin de la guerre à Gaza et des mesures concrètes pour la création d'un État palestinien. C'est des conditions que le gouvernement israélien n'envisage pas de discuter pour le moment, en tout cas. Face à cela... Est-ce que c'était le cas avant le 7 octobre, du côté israélien? C'était esquissé, éventuellement? Oui, en fait, avant le 7 octobre, on ne parlait pas exactement de ça parce que la question palestinienne se retrouvait vraiment en bas de l'échelle de l'importance. Mais oui, les Saoudiens ont toujours dit un État palestinien. Maintenant, les Saoudiens, ils ne veulent pas voir demain un État palestinien. Ils veulent juste savoir qu'il y a des pas qui sont faits vers ça. Face à cela, donc, l'Arabie Saoudite a proposé un plan B, ce qu'ils ont appelé, tout le monde a appelé en tout cas un plan B aux Américains, c'est-à-dire un accord de sécurité bilatéral entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui ferait partie d'un ensemble plus large d'accords, comme vous avez comme vous avez posé la question tout à l'heure. Et ce dernier serait présenté en fait à Netanyahou qui devra décider s'il souhaite s'y joindre ou non. Néanmoins, le porte-parole du département d'État, le State Department américain, donc c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a souligné que l'accord américano-saoudien, la normalisation potentielle avec Israël et la voie vers l'État palestinien seraient tous interdépendants. Maintenant, reste à savoir quand même si les Américains sont prêts à essayer une nouvelle approche, ce fameux plan B. Pourquoi maintenant, Léa? Alors, pourquoi maintenant? D'abord, on peut toujours penser en politique que c'est ce qui s'appelle un ballon d'essai. C'est quoi un ballon d'essai? On lance en l'air des grandes idées pour voir comment ça serait perçu par le public. Peut-être faire un peu de pression sur Israël. Et peut-être que vraiment les Saoudiens veulent vraiment avancer avec cette histoire de pacte et donc proposent des alternatives au passage. Maintenant, fin septembre 2023, le Wilson Center, c'est un centre de recherche qui est mandaté par les États-Unis, donc par l'administration, a publié un article qui est intitulé « Faut-il que les États-Unis garantissent la sécurité de l'Arabie Saoudite ?» Entre autres, il pose la question donc du timing. L'Arabie Saoudite, qui était initialement réticente à officialiser ses relations avec les États-Unis, demande désormais un pacte de défense écrit et signé. C'est hyper rare pour les Américains de signer un pacte de défense. C'est un engagement au-delà même de la pérennité de ce gouvernement-là. C'est écrit, voilà, c'est écrit. Ce que voulaient d'ailleurs, je crois, les Iraniens sur la question du nucléaire. Exactement. Mais alors, les Américains qui, eux, de leur part, m'ont mis l'Arabie Saoudite un peu à l'écart après l'affaire Khashoggi, c'est vraiment froid entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont mis à l'écart l'affaire Khashoggi et d'autres incidents. Ils se précipitent maintenant pour finaliser un pacte de défense. Et puis, quel est le rôle d'Israël dans tout ça en septembre 2023? Alors, une réponse partielle, c'est l'incapacité de l'Arabie Saoudite à devenir une puissance militaire autonome capable de faire face à l'Iran. À cela s'ajoute le choc des Saoudiens après l'attaque aux missiles et aux drones, vous vous souvenez, en 2019, contre 2 installations pétrolières qui a réduit en fait de moitié la production saoudienne. Le président, à l'époque Trump, a rejeté la nécessité d'une riposte américaine, estimant qu'il s'agissait d'une attaque contre l'Arabie Saoudite, et ce n'était pas une attaque contre nous. Les Américains, eux, pensaient pouvoir se retirer du Moyen-Orient et se focaliser sur l'Asie. Fameux pivot. Là où se trouve la Chine, en fait. Et ils ont vu quand même que la médiation de la Chine dans les accords entre l'Iran et l'Arabie Saoudite les a un peu attrapés comme ça à la gorge, et en fait... Il s'agit juste d'intérêts nationaux américains. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se retirer du Moyen-Orient, même s'ils le veulent. Léa, de quoi parle-t-on lorsqu'on invoque l'idée d'un pacte de défense? Alors, en fait, il y a une hiérarchie dans ces accords. D'accord. Avec au sommet, on a une alliance comme l'OTAN,
et son fameux article 5, ce qui veut dire qu'en fait, une attaque contre l'un des membres, une attaque militaire, contre l'un des membres de l'OTAN sera considérée comme une attaque contre tous, entraînant une obligation de défense mutuelle. Ce fameux... Automatique. Automatique. Enfin, c'est automatique quand même, il faut le voter. L'article 5 a été utilisé une seule fois dans l'histoire de l'OTAN, c'était après le 11 septembre. Il a été invoqué encore 3 fois la guerre du Golfe, l'Irak et la Syrie. D'accord ? Mais ils ont fait en fait un accord de défense collective sans invoquer l'article 5. Donc, ils sont vraiment pas... personne n'a très envie de... L'OTAN, c'est compliqué comme modèle. Mais là, on voudrait reproduire ce modèle éventuellement? Non, alors éventuellement, ce serait vraiment ce que les Saoudiens aimeraient, mais il n'y a aucune chance que les Américains... Enfin, je dis il n'y a aucune chance, j'en sais rien, peut-être dans 2 heures, on parlera différemment, mais peu probable qu'on accorde une sorte de défense comme ça. Un niveau au-dessous, on retrouve des pactes de défense similaires à ceux que les États-Unis ont avec la Corée du Sud et le Japon. Ça vise à défendre en fait la souveraineté territoriale d'un État. Okay, c'est vraiment différent, mais c'est ce que les Saoudiens aimeraient avoir en finale. C'est-à-dire qu'une attaque sur l'Arabie Saoudite enchaînera en fait une réponse américaine. Pourrait même avoir également les Ukrainiens face aux Russes. Ouais. Ensuite, il y a des accords de sécurité comme celui avec Bahreïn qui sont moins contraignants pour les États-Unis. Ils permettent tout de même quand même une coopération renforcée dans divers domaines de défense et de sécurité, ainsi que l'expédition accélérée d'armes américaines. Donc on se doute en fait que l'accord avec l'Arabie Saoudite sera entre les deux en fait. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, on peut envisager qu'il s'agit d'un pacte de défense plus complet donc, et un accord bilatéral fonctionnera selon le principe dont tout le monde parle maintenant, c'est-à-dire less is less. Donc, un accord trilatéral, les Saoudiens obtiennent plein de trucs et plein de choses. Et un accord bilatéral, ils obtiendront moins, en fait, parce qu'il faut garder un peu de marge de manœuvre pour quand les Israéliens rejoindront ce pacte, ce qui arrivera à un moment ou un autre. Après, les Américains, donc, ils ajusteront ce pacte en fonction de la présence d'Israël. Et les Saoudiens, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un accord solide, officiel. Ils ne vont pas commencer à jouer... sur les lignes et les définitions. Dans le détail, que comprendrait ce pacte avec les Saoudiens ? Alors, d'abord, effectivement, c'est à l'inconditionnel parce qu'on ne sait pas vraiment ce que contient ce pacte, mais on parle de 3 sujets majeurs. Le nucléaire civil, le pacte de défense et le développement technologique en Arabie Saoudite. Alors, le nucléaire civil, il est question d'un accord qui permettrait à l'Arabie Saoudite d'acquérir des technologies nucléaires civiles, tout en respectant les normes internationales de non-prolifération. Le pacte de défense, on en a discuté, ça renforcerait évidemment la sécurité de la région, tout en maintenant des relations stables avec les partenaires internationaux. Et enfin, la 3e partie de l'accord concerne le développement technologique en Arabie Saoudite. En fait, il serait question d'un assouplissement des contrôles d'exportation américains concernant les puces informatiques utilisées dans le développement de l'intelligence artificielle. Ça paraît très petit, mais c'est un énorme sujet pour les États-Unis et la Chine. C'est vraiment le cœur de leur compétition dans les compétitions des puissances. Donc l'intelligence artificielle est, avec d'autres technologies émergentes, au cœur des aspirations saoudiennes de devenir le pôle de technologie de pointe de la région. Ils en ont besoin. En mettant de côté les efforts pour avancer vers la paix israélo-palestinienne, la monarchie saoudienne en fait présente habilement un accord purement bilatéral comme une victoire américaine dans la lutte contre l'expansionnisme iranien et dans la compétition des grandes puissances de Washington, en particulier donc avec la Chine. C'est malin, franchement c'est vraiment malin, mais est-ce que ça sera suffisant ? À voir. La Maison-Blanche est réticente à céder autant en l'absence d'un accord de normalisation ayant le pouvoir de transformer le conflit israélo-palestinien et du coup la région, comme on a vu depuis le 7 octobre. L'opposition serait encore plus forte au Congrès qui est davantage préoccupé par le bilan médiocre en matière de droits de l'homme du Royaume, y compris le meurtre de Khashoggi. Et à gauche et à droite du système, s'il n'y a pas Israël dans la normalisation, l'Arabie Saoudite reste encore un pays... pourquoi les Américains iraient mourir pour les Saoudiens ? S'il n'y a pas Israël dans le pacte, ça sera très difficile de le faire passer au Congrès. Et donc là, Biden devra peut-être utiliser en fait une sorte un autre instrument qui est sa signature à lui, mais qui est beaucoup plus faible au niveau international. Voilà. Que recevraient, pour terminer, Léa, les Américains ? Alors vraiment, les Américains, ils veulent restreindre, à défaut de pouvoir couper court à l'influence et l'implication des Chinois dans la région. De plus, ces derniers mois ont clairement prouvé que l'Iran change de stratégie et que la République islamiste n'est pas contenue. Il faudra des partenaires arabes à Gaza en plus. Ils ont donc besoin de l'Arabie Saoudite officiellement de leur côté.
Ce qu'ils vont demander probablement, c'est une diminution des liens entre Riyad et Pékin dans plusieurs domaines, notamment la coopération technologique, la sécurité et le nucléaire. Un engagement saoudien plus responsable dans le secteur énergétique avec une prise en compte en fait des intérêts américains. Ils voudront avoir des mesures de confiance envers Israël dans le cadre d'un processus de normalisation. Ils veulent voir des initiatives saoudiennes pour mettre fin au conflit au Yémen. Et probablement qu'il y aura des demandes relatives aux droits de l'homme et au système judiciaire en Arabie Saoudite et une amélioration, un renforcement en fait de l'infrastructure militaire américaine en Arabie Saoudite. Juste peut-être un dernier mot sur ce que veulent les Saoudiens. Ou peut-être sur Israël, comment Israël voit les choses et l'évolution de cet éventuel pacte. Alors en fait, donc, les Saoudiens juste veulent la défense et ils veulent les Américains de leur côté. Et les Israéliens, pour eux, la normalisation avec Israël, avec l'Arabie Saoudite, c'est le plus important. On en a parlé, c'est le Graal en fait. Les pays arabes suivront l'Arabie Saoudite. Donc un pacte de défense qui inclut la normalisation renforce Israël, renforce la région, affaiblit l'Iran et lie surtout la défense israélienne à la défense saoudienne. C'est quand même, c'est de nouveau de la science-fiction dans le Moyen-Orient. Tout n'est pas rose pour les Israéliens. Cette histoire de nucléaire civil ou une vente de F-35, par exemple, ça change complètement l'équation de supériorité israélienne au Moyen-Orient. Je me souviens des discussions à propos des Émirats arabes unis, des accords d'Abraham. Exactement. D'ailleurs, les Américains ont essayé de faire avancer un pacte de défense avec les Émirats qui n'ont pas voulu. Un accord trilatéral, on en a parlé, c'est le plus fort. En gros, en fait, Steve... D'un mot, Léa. En un mot. C'est l'Arabie Saoudite qui limiterait la technologie chinoise dans les réseaux les plus sensibles de son pays en échange de gros investissements américains dans l'intelligence artificielle et l'informatique quantique et obtiendrait l'aide américaine pour développer son programme civil nucléaire. Donc voilà, ils ont fait le tour. On boucle la boucle. Merci beaucoup Léa Landman d'avoir été avec nous pour cette chronique à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée. Bonne soirée, à la semaine prochaine.